Bonjour, vous l'avez peut-être remarqué, depuis le début de la semaine, nos concurrents de Cap sur Capestan ont initié sur leur page Facebook une série de publications intitulées « Le saviez-vous ». Il s'agit en fait de questionner nos propositions et également aussi de me mettre en cause personnellement. Pour tout vous dire, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me dis que c'est leur faire une publicité qu'ils ne méritent pas, mais à la réflexion, il me semble nécessaire pour la bonne marche de cette campagne, de rétablir quelques contre-vérités. Donc, on va commencer par les différentes publications. La première concernait le schéma directeur eau et assainissement. Selon Cap sur Capestan, ce serait une obligation légale et donc ça ne pourrait pas être mis au crédit de notre programme. Sauf qu'ils confondent en fait schéma directeur et diagnostic. Le schéma directeur, c'est vraiment une démarche de notre projet, c'est-à-dire que c'est un programme de travaux. Ça n'a rien à voir avec l'entretien ou le diagnostic. C'est un programme de travaux, de rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, comme on l'a fait pendant le mandat écoulé, où on a investi 3 millions d'euros pour rénover les réseaux en centre-ville ou raccorder par exemple le Viala au réseau d'eau potable. Et ça, ces programmes de travaux, ces schémas directeurs d'eau et d'assainissement, ça nous permet, en planifiant les travaux, de bénéficier de subventions de la part de l'Agence de l'eau et du département. Et c'est pour ça qu'on continuera, parce que travailler sur les réseaux, que ce soit eau et assainissement, c'est préserver la ressource en eau et c'est préserver le milieu naturel. Donc c'est vraiment de l'écologie en action. Voilà, donc le schéma directeur eau et assainissement, c'est une mesure importante qui est vraiment de notre initiative et qui conditionne des investissements importants. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on parle de la climatisation de la salle Nelson Mandela. Donc selon Cap sur Capestan, ce serait une aberration de climatiser un bâtiment qui serait une passoire thermique. Bon. Que l'isolation de la salle Nelson Mandela soit pas au top, on peut en convenir, mais dire que c'est une passoire thermique, sauf s'ils ont des éléments que nous n'avons pas, c'est largement excessif. Sachant que on a l'expérience, dans le mandat écoulé, de la climatisation d'un bâtiment existant, d'un bâtiment important. Ce bâtiment, c'est l'école maternelle Lucie Aubrac, que l'on a climatisé en 2020. Donc je vous montre ici la consommation électrique du bâtiment. Donc avant la climatisation, on était, vous voyez cette colonne ici, à 61 MWh. Quand on a mis en place la climatisation, en 2020, on est passé à 35 MWh. Donc on a divisé quasiment par 2. Et ensuite, les années suivantes, on a affiné les réglages de ce système, et là on est à 21 mégawattheures en 2025. Donc ça veut dire qu'en climatisant ce bâtiment, on a divisé la consommation électrique par 3. Donc je pense que l'argent public, il est bien dépensé là, et donc on fera la même chose pour la salle Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se contente pas d'ajouter de la climatisation, on remplace le système de chauffage existant par quelque chose de plus moderne, de plus efficace, que sont les climatisations réversibles. Donc voilà, la climatisation de la salle Nelson Mandela, ce n'est pas une aberration économique, puisqu'on a le recul, je viens de vous le montrer, le recul de l'école maternelle, où on voit effectivement qu'on divise par 3 la consommation en ajoutant un confort supplémentaire, qui est la climatisation. Alors, ensuite, on passe à la Cour des comptes, le fameux rapport de la Cour des comptes. Alors, dans la publication, donc, il y a un certain nombre de thèmes qui sont repris, et dans le commentaire, il est mentionné des irrégularités financières. Bon. Je pense qu'on va mettre ça sur le compte d'une maladresse de formulation, parce que irrégularité financière, ça a des implications fortes. S'il y avait eu des irrégularités financières, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes aurait saisi le procureur de la République, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été le cas. Donc voilà, déjà irrégularité financière, peut-être que le terme, alors je n'ai pas l'intention de dire que c'est quelque chose de volontaire de leur part, je mets ça sur le compte d'une maladresse de formulation. Bon. Alors, sur les différents thèmes qui sont listés, bon, je passe sur le personnel, les agents municipaux, les compétences au niveau de la commune, on les a, les services, ils sont efficaces. Vous avez pu, par exemple, vous en rendre compte lors des conséquences de la tempête Nils, où les services municipaux, dans leur ensemble, ont été extrêmement réactifs. Donc, ce qui montre que vraiment, on a une organisation qui est efficace et qui est à votre service
les Capestanaises et les Capestanais. Ensuite, donc, il est question d'investissements massifs. Oui, effectivement, des investissements massifs, et on en est fiers. Donc, on peut les citer. Extension de l'école maternelle, extension du restaurant scolaire de l'école élémentaire, intégralité des classes climatisées, système de chauffage modernisé dans tous les bâtiments, réhabilitation de la collégiale, aire de lavage pour machines agricoles, cabinet médical moderne, éclairage public 100% LED, 40% des voiries rénovées, aire de jeu intégralement remise à neuf, vidéoprotection, création de jardins partagés et d'un parc public, un réseau d'eau potable avec un rendement de près de 90%. Donc oui, effectivement, on a investi et on en est fiers et on va continuer à le faire. Donc on a investi 11 millions d'euros sur le mandat écoulé et on continuera sur un rythme un peu moindre sans doute sur ce mandat, mais on continuera à investir parce que l'investissement c'est pas de l'argent brûlé. Vous le voyez tous les jours, vous voyez à quoi a servi cet argent dans vos déplacements quotidiens, quand vous utilisez les services de la commune, voilà, quel qu'il soit, vous voyez à quoi ont servi ces investissements et cet argent il a été bien utilisé. Quant au niveau d'endettement, alors oui, il est élevé, on ne va pas s'en cacher. Mais cette dette, elle sert à financer justement ces équipements qui serviront à plusieurs générations de Capestanaises et de Capestanais. Et puis, la capacité de désendettement de la commune, elle est largement en dessous du ratio du seuil d'alerte. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et puis, si les banques continuent à nous prêter, c'est qu'elles savent très bien qu'on pourra rembourser. Ce n'est pas des philanthropes, les banques. Donc, elles savent très bien qu'on pourra les rembourser. Donc, sur la dette, elle est élevée, certes, mais elle a servi à faire des investissements utiles et elle est tout à fait soutenable par la commune. Enfin, on parle de la dégradation de l'autofinancement. Alors, l'autofinancement, c'est la ressource propre de la commune pour financer ses investissements. Donc, c'est hyper important, effectivement, d'avoir un autofinancement qui est important. Alors oui, dans son rapport, la Cour des comptes, elle a pointé une baisse de cet autofinancement en 2022 et 2023. Pourquoi ? Vous le savez, parce qu'il y a eu l'inflation, il y a eu l'explosion des coûts de l'énergie, où on a quasiment doublé notre facture énergétique, plus de 100 000 euros de plus. Donc forcément, ça a des répercussions sur notre excédent, notre autofinancement. Mais soyez rassurés, comme on l'a montré lors de la dernière séance du conseil municipal, l'excédent de l'autofinancement repart à la hausse depuis 2023, comme le montre cette courbe. Donc effectivement, on voit le creux ici, mais à partir de 2023, on voit la remontée et on retrouve nos niveaux d'avant inflation. Donc il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une dérive à la baisse de l'autofinancement. On est sur quelque chose qui reprend son cours normal. Et je peux vous dire que, Capestan, on a un niveau d'autofinancement très haut par rapport aux communes de la même strate. Voilà. Et enfin, je termine sur les marchés publics. Donc, on dit 88,9% des contrats signés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, on pourrait croire qu'on prend des libertés avec le code des marchés publics en disant ça, des contrats signés sans publicité ni mise en concurrence. Sauf que, il y a des seuils dans les marchés publics. Et effectivement, on a beaucoup de petits marchés, des marchés de faible montant, et qui sont en dessous des seuils de mise en concurrence. Donc, on respecte tout à fait le code des marchés publics, parce qu'il y a des seuils. Pour les prestations de services, c'est en dessous de 60 000 euros hors taxes, on n'a pas besoin de faire de publicité ni de mise en concurrence. Pour les travaux, en dessous de 100 000 euros hors taxes, on n'a pas besoin de faire de publicité ni de mise en concurrence. Pour autant, à chaque fois, on demande des devis à plusieurs entreprises, de façon à avoir une forme de mise en concurrence, mais elle est plus légère que, on le comprend bien, pour des gros marchés, comme par exemple le marché pour l'extension de l'école maternelle, le marché par exemple pour le parking Lafayette, le marché pour le raccordement du Viala. Là, effectivement, vu qu'on dépassait les seuils, on a fait un marché avec mise en concurrence, un marché qu'on appelle la procédure adaptée, où en fait, on consulte de façon très formelle des entreprises qui répondent sur des cahiers des charges très précis. Voilà. Et juste pour terminer sur ces notions, donc effectivement, 88,9% des contrats, donc 90% quasiment des contrats signés sont des contrats sans publicité ni mise en concurrence. Ça c'est en nombre, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petits contrats, on le comprend, pour acheter du papier, pour acheter de l'informatique. Bon, il y a beaucoup de petits contrats. Et par conséquent, il y a moins de gros contrats. On comprend bien, on ne va pas faire des gros marchés tous les jours. Donc en fait, en valeur, ces marchés sans publicité ni mise en concurrence représentent un tiers du montant de nos achats d'investissement. Et les marchés donc à procédure adaptée, donc les marchés avec vraiment la mise en concurrence, représentent les 2 tiers.
en montant, en valeur. Et c'est ça le plus important. Et donc on comprend bien que sur les montants importants, on a des mises en concurrence avec des procédures très formalisées. Voilà. Bon, excusez-moi pour ce développement un peu long, mais c'est important quand même, parce que c'est des sujets sérieux, des sujets importants pour la commune, donc de remettre vraiment les choses dans le bon ordre et dans le bon fonctionnement d'une collectivité. Donc voilà pour ces points sur ce rapport de la Cour des comptes. Et après, donc, on termine sur des deux postes qui me concernent plus directement. Alors, donc voilà, on a retrouvé ces archives où effectivement c'est un document qui a été dans une campagne de 2021. Alors, moi, je dois dire que je suis assez flatté par cet intérêt pour ma vie et mon œuvre politique. Et je me dis que si un jour j'écrivais mes mémoires, je saurais où trouver les archives. Bon. Cela dit, effectivement, il y avait eu effectivement dans cette campagne un engagement qui était de dire 2 mandats successifs au maximum pour faire respirer la démocratie. Alors, là, je vous rappelle, on était dans une élection départementale. À chaque élection, il y a des enjeux qui sont différents. L'enjeu de cette élection départementale, là, en fait, on se présentait avec ma binôme de l'époque contre un candidat qui était en place depuis 27 ans. Donc, on avait compris que l'enjeu, c'était aussi cette respiration démocratique face à quelqu'un qui avait 27 ans de mandat. Là, aujourd'hui, on est dans une élection municipale. Et d'ailleurs, j'ai pris aucun engagement de limiter mes mandats dans le temps. Voilà, parce que je pense que là, on est dans une affaire de continuité de l'action municipale, notamment pour cette élection. Alors, le choix, c'est effectivement, est-ce qu'on veut continuer avec une équipe certes renouvelée, mais avec une ossature qui a fait ses preuves, dans la continuité d'une action, dans un moment où effectivement l'incertitude est importante, ou alors une équipe dont on ne connaît pas vraiment le projet, même si ils reprennent beaucoup de dispositifs et d'actions qu'on a mis en place, pour le reste, voilà, c'est un peu flou. Donc voilà, l'enjeu de cette élection, c'est aussi de faire ce choix. Qu'est-ce que vous voulez pour les 6 prochaines années pour Capestan? Voilà. Et je termine avec la publication du jour, où effectivement on nous ressort cette histoire de publication de tribunes de l'opposition. Ça date je crois, de 2022. Donc, alors je vais vous la faire courte parce que ça en vaut pas la peine. L'affaire, elle vient le point de départ de l'affaire, c'est que au moment du bouclage du bulletin municipal, nous avons reçu 2 tribunes de l'opposition. Une rédigée par M. Esposito et l'autre rédigée par M. Salgue. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas à nous de faire le choix. Et comme ils ont été dans l'incapacité de faire le choix, de choisir de publier l'une ou l'autre, on a dit on ne publie rien. Voilà. Bon, ça nous a été reproché. On a fait appel et on a gagné au Conseil d'État. Et puis, et d'ailleurs pour l'anecdote, là l'affaire, l'article, je pense, date de 2024. Et juste pour mémoire, M. Esposito avait démissionné en novembre 2022. Donc il était plus membre du conseil municipal. Et pourquoi il avait démissionné? Justement à cause de cette histoire de conflit avec M. Salgue sur la publication de cette tribune. Et donc ça l'a conduit à démissionner du conseil. Donc voilà, c'est vraiment une anecdote. Est-ce que ça vaut la peine de la rappeler? Bon, puisque ça a été fait par Cap sur Capestan, je préfère faire cette mise au point. Pour ce qui est de la liberté d'expression de l'opposition, si vous reprenez les différents bulletins municipaux qu'on a publiés, vous constaterez que les tribunes, elles ont été publiées, qu'au niveau du conseil municipal, on a répondu à leurs questions quand ils en posaient. Donc voilà, les droits de l'opposition n'ont pas été bafoués, loin de là. Voilà, donc j'en termine là avec ces mises au point. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais par moment, il faut remettre la collégiale au centre du village, expliquer les choses, parce que c'est ça aussi une campagne, c'est pas attaquer les autres, c'est dire des choses qui soient claires, qui soient précises, et qui surtout contribuent à faire avancer le village. C'est ça qui est important dans une campagne, savoir ce qui vous attend dans les 6 prochaines années. Et donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous l'avez reçu, notre projet pour ce prochain mandat, vous l'avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Et puis si vous avez des questions, je vous donne rendez-vous demain, vendredi 13 mars, à 20h30 à la salle polyvalente Nelson Mandela. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je compte sur vous, ensemble pour Capestan.